Hello mes hockey fans, on se retrouve aujourd'hui pour un autre aperçu pour la saison 2024-2025 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque aux Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs de Nashville ont été quand même un petit peu surprenants. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu un début de saison horrible, horrible pour eux autres. Alors lors du début de saison, on parle de 5 victoires et 10 défaites. Ça a commencé à la dure. Andrew Brunette était à sa première saison en tant qu'entraîneur-chef du côté de Nashville. En fait, même je pense que c'est sa première saison point en tant qu'entraîneur-chef. Ça a été compliqué, mais par la suite, l'organisation a réussi à se ressaisir, puis on a réussi à faire le push nécessaire pour participer encore une fois aux séries éliminatoires. Malheureusement, on s'est fait sortir en première ronde par les Canucks de Vancouver qui ont connu une excellente saison régulière puis des bonnes séries éliminatoires la saison dernière. Fait que bref, il n'y a pas de shame, il n'y a pas de honte à s'avoir fait sortir par les Canucks la saison dernière. Mais sinon, somme toute, c'est une organisation qui a peut-être pas eu la profondeur nécessaire pour pouvoir faire un long bout de chemin en séries éliminatoires. Parce que si vous regardez, le meilleur défenseur, c'est Roman Yossi. Il n'y a pas de doute là-dessus. 85 points, plus d'un point par match pour Roman Yossi. Puis après ça, tu drops avec Alexandre Carrier 20 points. Fait que tu sais, il y a un méchant drop. Puis la première ligne, qui est celle de Forsberg, O'Reilly puis Nyquist, a vraiment connu une bonne saison. Mais après ça, ça se compliquait un peu. Fait que c'est la raison pour laquelle Barry Trotz a décidé de faire des acquisitions importantes lors de la saison morte, avec la signature entre autres du joueur vedette Steven Stamkos, de Jonathan Marchessault et également de Brady Shea. Alors ça, dans le cas de Marchessault et Stamkos, c'est deux gars qui s'en vont direct dans ton top 6. Puis dans le cas de Brady Shea, il s'en va direct dans ton top 4. Fait que c'est des grosses signatures qui ont été faites du côté de Nashville. Le problème, c'est que là, c'est des joueurs qui sont des joueurs d'impact dans l'organisation. Puis des fois, quand on ajoute trop de joueurs d'impact dans une organisation, on manque de cohésion. Fait qu'on va voir. Moi, j'ai essayé avec mon alignement de peut-être essayer de balancer un peu ça pour que ça fasse pas trop déstabiliser, mettons. Alors, on revient avec le directeur général Barry Trotz et l'entraîneur-chef Andrew Brunette. On a terminé 11e au niveau de la Ligue nationale et 6e dans la conférence de l'Ouest. On a été éliminé en première ronde en 6 matchs face aux Canucks de Vancouver, une organisation qui était métamorphosée l'année passée, les Canucks. C'était vraiment le fun à voir. Par la suite, on a terminé avec 47 victoires, 30 défaites et 5 défaites en prolongation pour un total de 99 points. On a une moyenne de buts marqués de 3,24, ce qui est quand même bien. Une moyenne de buts encaissés de 3,02, ce qui peut s'améliorer. Un avantage numérique à 21,6, c'est correct. Et sinon, il y a des avantages numériques à 76,9, c'est à améliorer. Fait qu'évidemment, ça a été plus compliqué. Oui, Roman Yossi a connu une très bonne saison, mais pour les autres, ça a été peut-être un petit peu plus complexe. Puis malheureusement, les gardiens ne peuvent pas toujours sauver le cul de tout le monde. Hein? Fait que bref, mais bon, c'est ça. Et on a eu des difficultés au niveau défensif. Puis c'est pas vraiment imputable à notre gardien de but, UC Saros, qui a 2,86, 906 d'efficacité. Quand même une bonne saison. C'est clairement pas imputable non plus là, à Askarov. Là. Askarov qui avait eu, de souvenir, il me semble qu'il y avait eu un match. Là, je ne me l'ai pas marqué. Mais il me semble qu'il y avait eu genre un match. Deux matchs pour Askarov, une moyenne de buts encaissés de 1,47, 943 d'efficacité. Boom! Fait que c'est pas les gardiens qui étaient le problème. C'est le style de jeu qui était trop ouvert du côté des prédateurs de Nashville. Le meilleur buteur a été Philippe Forsberg avec 48 buts. Le meilleur pointeur a été Philippe Forsberg avec 94 points. Le meilleur défenseur a été Roman Jussi avec 85 points en 82 matchs et plus 12. Encore une excellente saison de la part de Roman Jussi. Sinon, meilleure saison en carrière pour ce qui est de Philippe Forsberg. Il y a quelques joueurs qui ont eu des meilleures saisons en carrière. Ça a été le cas, entre autres, aussi de Gustav Nyquist, meilleure saison en carrière, avec 75 points en 81 matchs. Malheureusement, la signature à long terme de 8 ans de UC Saros était aussi le synonyme de la fin de Askarov. Askarov, qui est un des top prospects à la position de gardien au travers de toute la Ligue nationale, a demandé à être échangé parce qu'il ne voulait pas retourner dans la Ligue américaine. Puis du côté de Nashville, on a signé des gardiens de but la saison passée, pendant la saison morte. On a signé entre autres Scott Wedgwood, qui nous arrive de Dallas. On a signé aussi Corona, mais il y en a un autre aussi que là, il m'échappe. Les quatre gardiens sous contrat au moment de tourner ma vidéo, c'était des gardiens qu'on a signés. Donc, c'était pas des gars qui étaient avec Nashville la saison dernière. Trois, trois, parce que UC Saros était là, évidemment. Excuse. Donc, trois des quatre n'étaient pas avec les Prédateurs l'année passée. Donc,
c'est ça. On a changé un peu notre depth chart au niveau des gardiens de but du côté de Nashville pendant la saison morte. À ce niveau-là. Il reste encore les espoirs, là, mais à ce niveau-là, là, on les a changés un peu. Alors maintenant ici, ben, c'est des espoirs qui sont des espoirs à suivre pour la prochaine saison. Je commence avec Joachim Kermel, 20 ans, un ailier droit qui a évolué au niveau de la Ligue américaine en 67 matchs. Il a 16 buts, 25 passes pour 41 points. Alors dans le cas de Kermel, on parle d'un joueur qui a un très bon hockey sense, donc une bonne lecture de jeu, un bon tir et ainsi qu'un excellent coup de patin. Alors c'est un joueur qu'on pourrait peut-être voir dans la Ligue nationale dès cette année, mais avec les acquisitions qu'on a faites, je pense remarque, on ne sait jamais. Blessure, il y a. On pourrait le voir cette année au niveau de la Ligue nationale. Ensuite de ça, j'y étais avec le Québécois Zachary Lheureux, 21 ans, un ailier gauche slash un joueur de centre qui a évolué. Du côté de la Ligue américaine la saison dernière, en 66 matchs, il a 19 buts, 29 passes pour 48 points. C'est vraiment en séries éliminatoires qu'il s'est démarqué de façon significative. En 15 matchs, il a 15 points. Zachary Lheureux, c'est un joueur physique. C'est un joueur qui n'a pas peur de se battre. C'est un joueur qui n'a pas peur de déranger. Fait que c'est un gars là, qui a 197 minutes en 66 matchs de pénalité. C'est Zachary Lheureux. Fait que c'est un gars qui peut amener une dimension qu'on n'a pas du côté de Nashville en ce moment. Fait qu'il peut amener cette dimension-là de jeu puis qui peut être intéressante pour les prédateurs de Nashville. C'est un gars qui est reconnu comme étant très physique, qui n'a pas peur de se battre et qu'il est plutôt habile au niveau des passes. Par la suite, en termes de troisième espoir, on va y aller avec Tanner Molendyk. Lui, il a 19 ans, un défenseur qui a évolué au niveau de la Ligue de l'Ouest dans la LCH. En 50 matchs, il a 10 buts, 46 passes pour 56 points. On dit de lui qu'il a un excellent coup de patin, il est très explosif et un bon contrôle de rondelle. Alors, c'est les trois espoirs qui étaient à suivre. Sinon, je vous invite à me suivre sur mes différentes plateformes puisque je suis présent sur les réseaux sociaux, toujours au nom de HockeyFan514. Vous pouvez me retrouver aussi avec le hashtag HF514, entre autres sur YouTube et sur TikTok. Et je vous invite également à aller faire un petit tour sur le site alacoupe.ca pour aller voir la série d'articles de notre chroniqueur Andy Saucier qui dresse le portrait des mouvements pendant l'été des 32 organisations de la LNH dans un 32 en 32. Maintenant, on va y aller avec mon alignement projeté. Alors, au moment d'enregistrer cette vidéo-là, les camps d'entraînement réguliers ne sont toujours pas commencés. Il y a des camps d'espoir qui sont commencés, mais les camps réguliers, non. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer au camp d'entraînement. Il y a peut-être des signatures qui ont été faites depuis, mais on y va comme si. Alors, en termes de première ligne, je voyais absolument aucune raison de changer ce qui a fonctionné la saison dernière. Dans le cas de Philippe Forsberg, Ryan O'Reilly et de Gustav Nyquist, on a connu une bonne saison ensemble. Fait que je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait changer ce trio-là. Les additions qu'on a faites, moi, je vais encadrer un autre joueur avec ça à la place. Fait que je reste avec Philippe Forsberg à la gauche de mon premier trio, 94 points en 82 matchs la saison dernière. Une excellente saison pour ce qui est de Philippe Forsberg. C'est le meilleur talent offensif qu'il y a actuellement du côté de Nashville. Que je fais jouer avec Ryan O'Reilly, 69 points en 82 matchs la saison dernière du côté de Nashville pour O'Reilly. Un joueur de centre gros gabarit qu'on sait qui est très responsable défensivement. Fait que ça apporte une dynamique un peu différente à Philippe Forsberg qui lui aime beaucoup se porter à l'attaque. Et Gustav Nyquist, lui, c'est 75 points en 81 matchs la saison dernière. Donc sa meilleure saison en carrière pour ce qui est de Nyquist au niveau de la production offensive. Fait qu'on garde le premier trio intact. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est le deuxième trio. On a fait la signature du vétéran Steven Stamkos, 34 ans. Lui, il a 81 points en 79 matchs la saison dernière. C'est un joueur élite au niveau de la LNH et surtout, c'est un gars qui a du leadership et de l'expérience. Et ça, c'est très intéressant. Un gars qui a déjà gagné la coupe. Et Jonathan Marchessault, vétéran lui ici, 33 ans pour ce qui est de Marchessault. 69 points en 82 matchs la saison dernière du côté de Vegas. Dans le cas de Marchessault, ce qui est intéressant, c'est que il a déjà gagné la coupe et le Connie Smythe. Parce qu'on se rappelle en 2023, Jonathan Marchessault avait remporté le titre du meilleur joueur des séries éliminatoires. Puis ça, c'est vraiment une très très belle addition qu'on fait du côté de Nashville au niveau de l'expérience. Fait que j'ai Steven Stamkos, le vétéran avec du leadership. J'ai Jonathan Marchessault, le vétéran avec beaucoup d'expérience. Les deux ont beaucoup d'expérience. Que je fais jouer avec mon jeune Tommy Novak. Alors, dans le cas de Novak, il coûte 45 points 71 matchs la saison dernière. Je dis jeune, il y a 27 ans. Pas si jeune que ça. Novak, c'est 45 points 71 matchs la saison dernière. Mais on parle quand même d'un gars ici là, qui avait déjà fait en 2022-23 43 points en 51 matchs. Fait qu'il y a eu un ralentissement au niveau de sa production offensive. Je pense qu'on est capable d'obtenir plus de lui au niveau de la production offensive si on l'encadre avec Stamkos et Marchessault. Fait que d'après moi,
ça va peut-être y permettre de se rapprocher de son 1 point par match, parce qu'il était quand même pas tant loin d'un 1 point par match, 43 points en 51 matchs. Donc, bref, pour relancer l'aspect offensif de Novak, on y va avec Stamkos et Marchessault. Et par la suite, sur ma troisième ligne, j'y vais avec Jankowski. Lui, c'est 15 points en 32 matchs la saison dernière qu'on fait jouer avec Sisson. Sisson, 35 points en 81 matchs. J'ai vu que beaucoup de gens voulaient faire jouer Sisson avec Stamkos, Marchessault. Ça peut être une idée aussi. C'est un gars qui se porte peut-être un petit peu moins à l'attaque dans son cas à lui. Mais ça peut être une bonne idée aussi, là, c'est pas mauvais. Et Luke Evangelista, lui, il est jeune, il a 22 ans, 39 points en 80 matchs la saison dernière. C'est plate un peu parce que les deux signatures, c'est peut-être à lui que ça va nuire, parce que lui, il aurait pu jouer dans le top 6. Là. Mais malheureusement, avec les deux signatures, ça bloque un peu. Mais à 22 ans, hein, il y a le temps en masse, on s'entend. Il y en a un qui a 34 ans, l'autre qui a 33 ans. Ils ne seront pas là pendant 10 ans non plus. Fait que bref. Et sur la quatrième trio, ben, on va y aller avec Smith, 23 points 80 matchs, qui va jouer avec Michael McCarron, qu'on a bien connu à Montréal, 22 points 70 matchs. Et Parsinen, 17 points en 44 matchs. J'ai coupé Zachary Lheureux. Maintenant, au niveau des défenseurs, ben, j'ai gardé Roman Yussi avec Dante Fabro, tout simplement parce que les gars se connaissent très bien. Fait que je vois pas vraiment l'intérêt de changer leur pairing. Ça a relativement bien été la saison dernière pour les deux gars. Fait qu'il y a UC Saros, pas UC Saros, mais Roman UC, 85 points, 82 matchs, saison excellente au niveau offensif. Fabro, 13 points, 56 matchs, c'est un gars qui se porte peut-être un peu moins à l'attaque, mais ça c'est quand même c'est des gars qui se connaissent bien. Là, puis dans le cas de Fabro, on a une saison écourtée, là, seulement 56 matchs. Et là, au niveau du deuxième pairing, ben, on va mettre la nouvelle acquisition Brady Shea, 47 points en 80 matchs la saison dernière. Pour moi, ça vient balancer parce qu'on a deux pairings avec des gars qui sont capables de contribuer à l'attaque. Dans le cas de Brady Shea, il est aussi intéressant défensivement. Que je fais jouer avec Alexandre Carrier. Lui, Alexandre Carrier, il a 27 ans. C'est 20 points en 73 matchs la saison dernière. C'est pas un défenseur qui porte vers l'attaque non plus. Fait que c'est ce qui fait que je trouve que ça fait un beau ballon. Là. Des défenseurs qui se portent un peu plus vers l'attaque, d'autres qui se portent moins. Fait que ça fait un beau ballon. Puis on a une équipe qui est expérimentée. Là. Du côté de Nashville, c'est pas encadré de tout plein de jeunes. Par la suite, Jérémy Lauzon, que je fais jouer sur mon troisième pairing. Lui, c'est 14 points en 79 matchs l'année passée. Il jouait essentiellement avec Carrier. On comprend la logique des Québécois. Là. Fait qu'il jouait essentiellement avec Carrier la saison dernière. Et Shen, finalement, le défenseur d'expérience de 34 ans, c'est 7 points en 63 matchs. Et j'ai coupé Stastny. Alors, dans le cas de Stastny, lui, il a 20 matchs dans la Ligue nationale la saison dernière. 4 points. Puis dans la Ligue américaine, 20 points en 44 matchs pour ce qui est de Stastny. Au niveau des gardiens de but, il n'y a pas de question à savoir. Les Prédateurs de Nashville fonctionnent vraiment avec un gardien partant et c'est bien évidemment UC Saros. 64 matchs la saison dernière pour UC Saros, 2,86 et 906 d'efficacité. Des dires même de Steven Stamkos, ils ont un gardien de but élite. Quand il a été interviewé là, pour sa signature avec les Prédateurs de Nashville, il avait mentionné que tout est bon là, pour vraiment aller jusqu'au bout avec Nashville. Fait que UC Saros, gardien de but élite selon Steven Stamkos. Je pense que c'est quand même relativement acceptable. Là. Il a fini une affaire comme 4 ou 5, là, quelque chose comme ça, pour les votes pour le trophée Vizina la saison dernière. Fait que, c'est quand même très bien là, comme gardien. Par la suite, en termes de deuxième gardien, on va y aller avec Scott Wedgwood. 32 matchs la saison dernière du côté de Dallas, dans son cas à lui. 2,85 de moyenne, 899. Il passe d'une bonne équipe à une autre bonne équipe. Par contre, Dallas est une équipe plus solide défensivement. Je ne sais pas à quel point ça va être intéressant du côté de Wedgwood à Nashville. C'est un peu différent, à moins qu'on change un peu notre style de jeu, ça je sais pas, mais je pense que Dallas était supérieur au niveau défensif, ça risque d'affecter un peu les statistiques de Scott Wedgwood. Et sinon, ben, comme troisième gardien, il va avec Krona, lui il a 9 matchs. 4,71 de moyenne et 859 d'efficacité. Chez les Sharks de San Jose la saison dernière, lui, il s'est promené en Tigidou. C'est peut-être plus honorifique qu'autre chose que je l'ai mis comme troisième gardien parce qu'il a joué dans la ECHL, 2 matchs, 2,94 de moyenne, 940 d'efficacité. Il a joué beaucoup dans la Ligue américaine, 31 matchs, 3,49 de moyenne, 894 d'efficacité. Et puis finalement, il a joué un petit peu dans la Ligue nationale, 9 matchs, 4,71, 859. Et là, ben, il est passé des Sharks de San Jose aux Prédateurs de Nashville. Fait que ici, il se rend jusqu'à la LNH, ils vont voir qu'il y a une méchante différence entre les Sharks et les Preds. Ça, c'est sûr. Alors, d'après moi, c'est une organisation, ben, les Preds, qui étaient déjà en série la saison dernière, mais les additions qu'on a fait, l'objectif est clair, on veut y aller pour la coupe. Je ne sais pas à quel point c'est des gars de caractère qu'on a rajouté, puis je pense qu'en séries éliminatoires, c'est surtout de ça qu'on a besoin, du caractère. Puis les Prédateurs de Nashville, je trouve que ça a toujours été une faiblesse qu'ils ont eu, c'est le manque de caractère. Donc,
Écoutez, moi d'après moi, c'est une organisation qui peut se rendre au Corridors. Mais je, je parierais pas sur eux pour la coupe. Mais d'après moi, on a une organisation qui se rend dans le Corridors là, pour ce qui est des Preds de Nashville, qui peut se rendre dans le Corridors pour ce qui est des Preds de Nashville. Alors, d'après toi, les Prédateurs de Nashville vont terminer où? Est-ce qu'on va pour juste les séries encore une fois cette année? Est-ce qu'on va manquer les séries cette année? Est-ce qu'on y va pour le Corridors, peut-être même la Coupe? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas, on s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus pour la saison 2024-2025 qui s'en viennent. Fait que on reste connecté. Sur ce, je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt.